En ces temps reculés, où Ednel s'éteignait, au mal qui s'étendait, les hommes succombaient. Contre toute attente, alors qu'on n'y croyait plus, aux plus sombres heures, l'ordre de veillée apparut. Érudits et mages purgèrent le fléau, la grande prêtresse mit fin au chaos. Premier saint martyr, accueillant en son âme l'épouvantable engeance pour éviter le drame. Beltramuraïs le roi fut le suivant, et d'autres après lui toujours se sacrifiant, un cycle après l'autre, chaque 12 ans, 7 saints martyrs à présent. En vain leur exil vers la crypte sacrée, cette dernière aujourd'hui imprégnée par la pestilence, la voilà souillée, Ednel de nouveau menacée. Répondant à l'appel de l'ordre de Veillel, de tout rang, de tout lieu, mais sous le même ciel, réunis sous la bannière de l'abnégation, des héros s'élevèrent face à l'abomination. Fiers chevaliers de l'ordre sacré, affrontant les hordes damnées, du monde ils portent le destin, suivant leur instinct. Leur nom imprègne les légendes, à travers l'espoir qu'ils répandent. Ces héros altruistes aux exploits et mérites, qu'ils puisent leur force dans les arts guerriers, dans la magie ou leur volonté. Pauvres ou bien les croyants au divin, voire brigands ou simples assassins, tous ont à cœur leur devoir et iront jusqu'à la victoire, poursuivant leur quête inlassablement pour nous préserver des tourments. Bon, eh bien bonjour, bienvenue au Temple des Jeux d'Arcaril. On se retrouve pour la suite de notre campagne, l'Ordre de Veillel, le chapitre 1. On a fait déjà 2 premières descentes dans la crypte à la recherche de la grande prêtresse, donc le premier saint martyr maudit. Et ma foi, ça s'est pas super bien passé, à chaque fois on a eu plusieurs morts. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Alors l'avantage c'est que là cette fois-ci on est un peu plus préparé, on va dire, puisque nos héros sont tous niveau 3 cette fois-ci, tant bien que mal. J'avais oublié la fin de partie dernière de dispatcher les potions d'endurance qu'on avait achetées, donc là j'ai redonné une au pyromancien et une à la bardesse ici, voilà, coup dur de plus, ça je peux ranger les niveaux 2, on n'en a plus besoin. Donc je disais qu'ils étaient tous niveau 3. Et voilà, je pense que j'ai fait sans doute une petite erreur. Enfin une erreur là, c'est plus... ça n'a rien à voir avec les règles du jeu. C'est juste que là j'ai réparé mon bouclier rond. Il y en a un qui est passé pas très loin dans les achats possibles du forgeron. Et je me demande si ça n'aurait pas été intelligent. Ça n'aurait pas été intelligent que je l'achète pour avoir un autre bouclier de secours. Puisque la capacité que j'ai en niveau 3 nécessite un bouclier. Et si le mien est réduit à néant, eh bien... Alors... j'imagine qu'il n'y a pas tant de créatures que ça qui usent l'équipement, j'espère en tout cas. Mais par sécurité, ça aurait peut-être été bien. Bon, donc on va essayer de garder les boucliers maintenant, de ne pas les vendre, si possible. Mais en même temps, on était un peu court au niveau finance, puisqu'on n'a pas vraiment réussi ce qu'on avait à faire. Donc bon.
tout cas là ils sont prêts, je vérifie au niveau de la vitalité, c'est bon. Alors lui va Ah non, non, lui remonte pas parce qu'il a réparé... Il a réparé deux trucs, il avait réparé le bouclier et l'armure. Par contre il s'est rajouté un point d'endurance quand il a changé de niveau, donc là il est à 5 maintenant. Et donc là son score est validé. Ok, très bien, bon bah on va pouvoir passer à la partie en elle-même. Ça va aller beaucoup plus vite maintenant qu'on est un peu plus rodé même dans les règles. La petite et la grande différence qu'il va avoir, c'est que là maintenant on va s'attaquer au battle map, puisque les héros maintenant sont niveau 3, donc les prochains combats se feront donc avec une carte quoi. Et il y aura quelques petites modifications au niveau tactique, mais ça j'expliquerai ce que je propose, c'est pour amener un petit peu plus de variété, de choix tactiques on va dire. Pour le moment on est à l'entrée de la crypte. On a les deux groupes qui sont là. Alors, on va peut-être commencer par, une fois n'est pas coutume, par Télil et Alizé, qui vont donc pénétrer dans la crypte, dans la première salle. Hop, et c'est une salle vide. Voilà, une salle vide. Donc salle vide, bah, elle est vide, hein. C'est l'idée. Par contre, il trouve quand même 2 cristaux qui se trouvent sur le cadavre d'un aventurier mort. Donc on va se filer... Alors où est-ce que j'ai mis mes cristaux? Là, on va se donner 2 cristaux. Hop. C'est pas terrible, enfin bon, c'est déjà ça. Voilà. Et puis c'est tout, place à l'autre groupe qui, eux, pendant ce temps-là, pénètrent par l'aile centrale. Et eux, ils tombent sur un coffre. Le coffre nous dit ouvrir le coffre coûte 3 cristaux et permet aux joueurs de piocher 2 cartes chez le forgeron. Nous n'avons pas 3 cristaux, donc on va laisser le coffre en place et on continue sur la lancée avec une avancée au niveau de cette pièce là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chevalier qui avait perdu un peu d'endurance va le récupérer là, puisqu'on gagne un point d'endurance quand on change de salle. Et puis on va voir ce qu'il y a dans cette salle justement. Alors liane corrompue. Liane corrompue. On va la lire ici, ce sera aussi simple. Alors, donc petit rappel pour les lianes corrompues. Les joueurs, 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un jet de force cumulé à 35. S'ils échouent, la porte reste bloquée, ils doivent changer d'aile en avançant. Le maître du jeu pioche une carte événement. Ok, donc on doit faire... on doit essayer de passer au travers des lianes. Pour ça, déjà, il faut payer 2 points d'endurance pour chacun des héros. Donc j'enlève 2 points d'endurance à Alizé et 2 points d'endurance au chevalier. Puis on doit faire un jet cumulé de force. Alors en force, ils ont 6 et 3, 9. Donc je lance 2 dés de 20 plus 9. Et on va voir ce que ça donne. 2 dés de 20 plus 9. Voilà les dés de 20. Allez, des gros scores là. Oh, ah, pas mal. 19 et 9, ça fait 28. 28 plus 9, cumulé, hein. 28 plus 9, on est à 37, il me semble. Donc on est bien. Ils réussissent à retirer, à écarter les différentes lianes qui empêchaient d'avancer. Et par la même occasion, ils trouvent aussi 3 cristaux. Donc je leur rajoute encore 3 cristaux. Alors ils ont perdu un peu d'endurance, mais bon, ils y sont encore. Hop, je vais en donner 2 à la bardesse et 1 au chevalier. Et donc on va faire l'avancée des 2 autres, de Thoracil et de Ronan, et eux ils tombent sur des monstres. Alors il va falloir lancer un dé pour savoir combien de créatures ils vont rencontrer, et on aura notre premier combat avec Battle Map. Donc c'est parti pour les monstres. J'ai fait un 1, alors j'aurais préféré faire plus. Bon, il y a un monstre. Le combat sera sans doute pas trop compliqué, mais
On ne sait jamais, surtout si on tombe sur une créature qu'on connaît pas bien. Je rappelle donc qu'on a ici mélangé les cartes des monstres normaux et des monstres intermédiaires. Hop, je coupe, je prends celui du dessous et ce sera une nuée de rats. Alors une nuée de rats, on va pas s'embêter à faire une battle map, je vous le dis tout de suite. Puisque seuls ils sont pas très dangereux, hein, ils sont intéressants dans le sens où ils attaquent à distance, donc c'est pas forcément les premières cibles. Mais là, bon, on les a en face. On va pas s'embêter à déployer un plan. Faut que le combat soit un minimum intéressant, sinon on va perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose. Alors, c'est pas compliqué, hein. Là on a notre guerrier et notre guerrier, oui, notre brigand, pardon. Hop, on va le mettre comme ça plutôt, ça sera plus facile. Notre brigand. Hop. Et le pyromancien. Alors le brigand il va y aller déjà à l'épée longue, hein. Enfin l'épée bâtarde à deux mains. Donc il va lancer son dé de 20 pour l'attaque, un dé de 12 de défense pour les rats. Les rats ils ont 6 en défense. Et lui il a plus 8 à l'attaque. Alors c'est parti. Il fait 14. Donc 14 et 8. Ça fait 22, hein, donc là pas de problème. Il inflige 5 points de dégâts au rat qui a que 1 point de défense et 2 points de vie. Donc c'est vite réglé. Et on fait disparaître le rat. C'est pas forcément une bonne chose, hein, je le rappelle, parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, on loot moyennement en fait. Hein. On a que des petits sous-sous qui tombent, on a que 2 cristaux. Je vais les mettre sur le brigand parce qu'il va pouvoir faire des achats si besoin. Et puis on va lancer un dé simplement pour savoir s'il a des objets sur lui. Donc c'est parti, je lance un dé. Je fais un 3, donc il n'y a rien. Voilà, vous voyez, c'est assez pauvre. Donc bon, on risque d'arriver un peu court, hein, chez la grande prêtresse, hein, c'est un peu le risque. Hein. Hop, je reviens sur la carte principale, donc ils avancent pendant ce temps-là sur la 3e. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir récupérer chacun un point d'endurance avant de s'attaquer à un monstre puissant. Ouhou. Alors, on va faire les points d'endurance déjà. Lui il remonte à 5. Télil, il remonte à 5 points d'endurance. Et la Bardesse remonte à 7. Voilà. Et donc, ils affrontent un monstre puissant. Le monstre puissant, il n'y en a qu'un seul. C'est déjà pas mal. Et on va tirer... Et alors, ce serait rigolo de retomber sur le même. Thématiquement, ça pourrait être sympa. Et tant qu'on l'a pas tué, on l'affronte à nouveau, quoi. Mais bon. On va dire qu'on a déjà assez de soucis comme ça dans la vie. Donc je mélange, je coupe, hop, et je prends celle du dessous, et ce sera le dernier géant. Alors le dernier géant, ça marche. On va installer une petite battle map. Alors voilà, j'ai installé la battle map. Alors comment j'ai fait? J'avais fait une sélection entre les différentes cartes qui étaient disponibles dans ODV2, et selon mon inspiration, ce qui ressemblait un peu à des souterrains, ce qui ressemblait éventuellement à des ruines, tout ça j'ai compilé. Et après, je me suis dit, bon ça fait plus penser à des premiers niveaux, deuxième niveau. J'essaie de faire un classement comme ça, complètement subjectif, des lieux comme ça. Et donc voilà, donc... bon, ça sert pas à grand chose de vous dire les numéros, mais en gros, j'avais défini des cartes pour les niveaux 1 et niveau 2 des cryptes, et des cartes pour les niveaux 3 et niveau 4 des cryptes. Donc là, on est à fond dedans. Voilà. Après, les ennemis, je les place aléatoirement ou en fonction de leur rôle. Donc là c'est un monstre puissant, donc il est pas spécialement défenseur ou pas spécialement ceci, pas spécialement cela, c'est juste considéré comme une menace. Voilà. Et
Et donc après ça dépend, la position des monstres dépend du fait que ça soit une embuscade ou pas une embuscade. Là pour l'instant on n'a pas eu d'embuscade, tout va bien, donc il reste à bonne distance. Pour savoir à quelle distance ils sont, je lance 3 dés de 6 pour avoir le nombre de cases. Voilà, après je propose d'autres choix tactiques qui permettent de dynamiser un petit peu plus le jeu. Donc je disais que il y a 3 choses que je rajoute. Alors ça peut peut-être faire doublon avec les pouvoirs de niveau 1 qui ont tendance parfois à modifier les règles. Mais bon, on verra après. Pour l'instant, je fais ça comme ça. Donc un choix tactique qui est marche forcée, c'est-à-dire qu'un héros ou un monstre, sauf les zombies n'ont pas le droit de faire marche forcée, ils sont trop lents. Donc un héros peut renoncer à son action d'attaque pour faire un nouveau déplacement. Ce qui porte donc le mouvement à 8 cases. Voilà. Et quelqu'un qui a course par exemple peut rajouter encore un déplacement, hein. Donc, puisqu'il y a justement il y a un pouvoir de niveau 1 que possède le chevalier d'ailleurs, qui dit à son tour il n'a pas effectué son action, le héros peut effectuer 2 déplacements au lieu d'un. Voilà, donc là ça lui rajoute encore un déplacement potentiellement, hein. Donc en gros le chevalier, si il ne se bat pas du tout lors d'un tour, il est capable d'aligner 12 cases de déplacement, quoi, à pleine balle, quoi. Voilà, les monstres aussi, hein. Donc le géant là il peut très bien avancer de 8 cases s'il considère il est pas à portée de personnes qu'il a envie de taper. Première chose, c'est pour dynamiser un peu les mouvements sur le plateau, hein. Deuxième chose, j'ai rajouté l'action de viser. Donc de la même manière, un monstre ou un héros qui ne se déplace pas du tout, hein, et qui utilise une arme à distance obtient un bonus de plus 2 à sa portée. Et s'il ne bouge pas, il reste sur la même cible. Tant que la cible ne l'attaque pas, en fait au corps à corps par exemple, il obtient aussi un bonus de plus 2, voilà, à l'attaque. Donc premier tour il obtient plus 2 à la portée, et deuxième tour un plus 2 à la portée et un plus 2 à l'attaque. Voilà, donc s'il passe du temps à viser la même cible, on peut considérer qu'il a... Mais ça veut dire qu'on se pose, hein, on bouge pas, voilà, on n'est pas en... justement. Et le dernier truc que j'ai rajouté, c'est la charge. Donc ça permet à un héros en ligne, alors c'est pas pour les créatures en revanche, hein, c'est que pour les héros. Un héros en ligne droite, donc c'est-à-dire que je peux pas faire des virages et choses comme ça. Si je fais une ligne droite, je dépense un point d'endurance et je peux donc charger une créature. Je peux aller jusqu'à 6 cases ce faisant. Et à l'issue de la charge, on doit quand même faire un test soit de force ou d'agilité, de dextérité pardon, de 15. Si on rate, eh bien, en fait, l'attaque, comment on appelle ça? Enfin, l'action de charge ne fonctionne pas. Soit on s'est pris les pieds dans le tapis, ou on se prend une contre-attaque de l'ennemi, voilà. Donc on perd une vitalité. Et voilà. Si le test est... Alors on peut, je sais pas définir si ça annule l'attaque ou pas. On peut imaginer que ça peut quand même garder l'attaque. En revanche, on fait l'attaque avec un malus, quoi. Par contre, si on réussit cette charge, on obtient plus 1 à l'attaque et plus 1 au dégâts. Et en plus, on repousse les monstres de base, donc les petits monstres, on les repousse de 2 cases. Voilà. Donc un petit choix tactique supplémentaire. C'est pas énorme, hein, mais je trouvais que ça serait bien. Moi, sans doute parce que j'ai fait pas mal de jeux de plateau et des jeux de rôle, c'est des actions qui existent souvent, ça, et je trouve que ça manquait un peu. Voilà, et sinon pour la tactique des monstres, l'idée c'est d'essayer de les jouer le plus intelligemment possible en fonction justement de ce que c'est, quoi, en être restant thématique le plus possible. Donc les zombies, bah voilà, les morts-vivants les plus basiques, c'est pas très malin, hein, ça tire ce qu'il a à distance, voilà. Par contre, dès que ça commence à tomber sur des ennemis plus importants, plus intelligents surtout, bah on essaye de faire en sorte qu'ils agissent intelligemment en visant peut-être les lanceurs de sorts ou ce genre de choses, quoi. À voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est face à notre géant. Alors, j'avais placé les mauvais personnages sur la map, hein. Ce n'était pas Thoracil et Ronan qui étaient là, mais c'était bien Télil de Haute-Garde et
et Alizé et la Bardesse. Donc voilà, je les ai remis en position. Donc le dernier géant, normalement il a 25 points de vie, mais comme il n'y a que 2 personnages, il a 8 points de moins, donc il tombe à 17. C'est ça, c'est 8 points de moins. 17. Donc il a 17 points de vie. 17 points de vie. Hop là. Hop. Et on va voir un peu quelles sont les options de nos héros. Alors. Bon bah de toute façon lui il est destiné à aller dessus et puis c'est de tanker au maximum. Hein. Et la Bardesse de son côté, on a la surcharge magique, on a la capacité de chant enivrant. Peut-être revoir ça vite fait, chant enivrant, ce que ça fait. Donc ça me coûte un point d'endurance. Et jusqu'à 2 fois par tour, au prix d'un geste de dex supérieur ou égal à 14, on peut soigner un allié ou elle-même de la moitié d'intelligence ou infliger un nombre de dégâts égal à la moitié de son intelligence. Ou rendre une endurance à 2 alliés. Donc jusqu'à 2 fois par tour. Donc à chaque fois ça me coûte un point d'endurance, j'imagine. Donc je peux faire 2 attaques si j'ai bien compris. Infliger un nombre de dégâts égal à la moitié de son intelligence. Intelligence elle a 6, donc c'est 3. Donc elle peut faire 3 dégâts avec son champ. 2 fois de suite, ça peut faire 6 dégâts. Et si j'utilise en surcharge magique, avec la surcharge magique, je peux infliger X dégâts supplémentaires. Et ça me coûte par contre de la vitalité. Donc je vais un peu sacrifier ma vitalité. Par exemple, si j'enlève 2 de vitalité, je peux faire 2 points de vie de plus. 2 dégâts de plus. Ok. C'est nous qui commençons. Alors lui, il a une capacité de course. Course, ça veut dire qu'il va pouvoir se déplacer une fois gratuitement encore. Donc s'il attaque pas du tout, il peut faire jusqu'à 12 cases de mouvement. Hein. Est-ce que ça nous intéresse d'une quelconque manière? Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors il est vrai qu'il peut aller au corps à corps, mais dans ce cas il va se faire défoncer. Il vaut mieux laisser venir le géant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaut mieux avancer quand même pour dégager du terrain. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 6 même. 1, 2, 3, 4. Là, il va être obligé de faire un double mouvement, quoi qu'il arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, il se met là, le chevalier. Hein, et puis, c'est un peu tout. Hein. Il va attendre d'avoir l'ennemi sous son... Voilà. Et la Bardesse va avancer aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Elle va se mettre là. Elle pourra contourner si besoin. Après, c'est au tour du géant qui va foncer, lui, comme une brute. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va arriver jusqu'au corps à corps. Alors bon, là, il peut pas faire de charge, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. C'est donc au tour des héros. Télil, il va utiliser un point d'endurance pour tenter de faire alerte. Enfin, pour faire alerte et pour tenter de surtout faire un critique. Si possible. Donc il a plus, avec son fauchon, il a plus 7 à l'attaque. Et donc je fais un critique à partir d'un 16. Yes, 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 il fait 18. Donc alerte fonctionne, il fait un double dégâts. Donc là il fait 6 et 6, 12 dégâts. 12 dégâts moins la défense de 2, il met 10 points au géant là. Il se laisse pas décontenancer par la taille imposante de la créature. Elle descend à 7 points de vie. Allez, Télil de Haute-Garde. Ah, je vous avais dit qu'il était chaud. 7 points de vie. Après, c'est la Bardesse. La Bardesse...
Euh... Guérir, non. Attaquer, oui, sans doute. Attaquer. Alors j'ai télékinésie aussi qui est pas mal, hein, qui permet de faire 4 points de dégâts sans il a combien? 7. Oh bah non, on va le finir. Alors ok, elle va faire plutôt chant enivrant. Oh, écoutez-moi, ville créature, se met à chanter la bardesse, et donc faut qu'elle réussisse un test de dextérité supérieur ou égal à 14, faut pas qu'elle foire son morceau. Je n'ai que 7 entre guillemets de dextérité, donc je peux très bien rater aussi. Hein. Premier coup de... premier chant enivrant. Je fais 17, donc pas de problème, ça fonctionne. Je m'en sers pour attaquer, donc j'inflige un nombre de dégâts égal à la moitié d'intelligence, elle a 6, donc ça lui fait 3 dégâts. 3 dégâts, ce qui ne passe pas la défense. Donc là il descend à 4. 4 points de vie, où est le 4, où est le 4, où est le 4? Il n'y a pas de 4 sur ce dé? Si, voilà, hop. 4. Il a le droit, elle a le droit à une deuxième... un deuxième chant enivrant, le même round, en tout cas c'est ce que je lis sur le personnage. Donc, elle retente son coup. Deuxième. Ah, ça foire. Ça foire, je fais que 4. 7 et 4, 11. Donc là, ça ne le fait pas. Elle n'a réussi pas à aller jusqu'au bout. Donc il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie. Donc ça va être au tour du géant. Le géant il attaque avec des dés de 12. Il est parti. Sont contre le chevalier. Le chevalier a 7 de défense. C'est ça, 7 de défense. Alors il fait 4, 5 et 4, 9. Et 19 de résistance. Donc ok. Et deuxième attaque du géant. Ah ben. Je peux pas faire 16 en fait. Ouais. Ok. Lui il peut pas, son pouvoir n'est pas actif, hein, parce que normalement il fait des critiques à partir de 16, mais pour l'instant il a qu'un dé de 12. Donc si on le rencontre plus tard, il sera plus fort. Après, 12 reste un critique malgré tout. Hein. Alors c'est parti. Il fait un 1 et contre un 20. Donc là de toute façon la défense est optimum, donc il n'y a pas de problème. Le chevalier va pouvoir le finir, en tout cas il espère. Il lui reste combien? Il lui reste 4 points de vie. Bon, une attaque normale devrait suffire normalement, donc il y va avec son dé jaune. Il fait 11 contre 1. Donc là c'est un échec critique, il lui met double dégâts. Et c'en est fini du géant. Ah, enfin un combat remporté de manière complète et totale. Ah, ça fait bien. Alors j'enlève la battle map et puis on va continuer. Alors il est évident que sortir les battle maps quand on a une créature ou deux créatures c'est moins intéressant, donc c'est sans doute plus intéressant si on joue plus de leurs personnages. Ce sera sans doute plus intéressant quand nos personnages feront convergence en fait, hein, pour des combats un peu plus balèzes. Bon. C'est un peu une expérience, hein, c'est voir un peu ce que ça donne aussi comme ça, si ça vaut le coup ou pas de nous embêter à déployer des cartes si au final ça change pas grand chose au niveau de l'intérêt du combat en soi. Bon. Alors pour l'instant on en est au loot. Alors le monstre puissant ramène 6 cristaux. Donc je vais donner 3 cristaux à la bardesse, 3 cristaux au chevalier. Et on lance 4 dés pour ce qui est des possibilités de trésors, enfin de pioches d'objets.
Donc il faut faire le plus possible, quoi. Alors c'est pas mal. 6, 6, 5, 5, j'aurais difficilement fait mieux. Donc ça veut dire 2 objets normaux. Ah, barrez-vous les mouches. 2 objets normaux et 2 objets en or. Alors, c'est là que ça se passe. Pour ce qui est des objets communs, on a pioché une lance des illuminés. On regardera ce que ça fait un peu plus dans le détail. Et des gants d'avidité. Inflige 5 points de dégâts, puis rend 1 point d'endurance au porteur. Ok. On se bat avec des gants. Il faut 8 d'intelligence, 6 de dex. C'est l'arme à deux mains. D'accord. Et dans les gold, on a une épée de Camar et des anneaux de la lune. Alors on va voir si c'est intéressant pour nous, ces objets, ou si ça va finir chez le forgeron. Alors, les ciseaux de la lune. J'ai dit des anneaux, c'est des ciseaux. Ciseaux de la lune, il faut 9 de dex, 7 d'intelligence. Inflige 6 points de dégâts si le porteur a 1 de vitalité. Inflige 10 de dégâts. Qui potentiellement peut avoir 9 de dex. Et 7 d'intelligence, si ça fait beaucoup. La bardesse. La bardesse, ça peut peut-être le faire. Éventuellement. Mais il faudrait qu'elle monte un peu sa dex. Elle est à 7, il faudrait qu'elle monte encore un petit peu sa dex. Là. Ok. L'épée de Camar. 8 de dex, 6 de force. On y est presque pour le chevalier. Inflige 6 points de dégâts. Les potions et élixirs que le porteur consomme lui rendent 1 point de vitalité en plus de leur effet habituel. D'accord, et en plus il est plus sensible. Bon, ça peut être pour le chevalier. Donc les gants d'avidité, 8 d'intelligence, 6 de dex. 8 d'intelligence, 6 de dex. Ça peut aussi être la bardesse. Et la lance des illuminés. 9 de force, 6 de foi. Il faut 6 de foi quand même. Là, au niveau foi, on est un peu à la ramasse. On n'a pas vraiment les personnages qui sont faits pour ça. Le chevalier est beaucoup trop loin. Il a que 3 de foi. Il faudrait autre chose. Donc ça, je pense que ça va être vendu très vite. Donc tout ça, de toute façon, pour le moment, on ne peut pas le porter. Hein. Donc ça va dans le sac sans fond des héros. Et on continue notre avancée. Donc, pendant ce temps-là, nous avons Thoracil et Ronan qui pénètrent dans une salle où se trouvent encore quelques monstres. Je lance le dé. Là, je fais 6, donc il y a ces 2 créatures qu'ils vont affronter. Alors, je vais tout de suite... Alors, le géant, pour l'instant, il est hors combat. Il reviendra que si on a fait tous les autres monstres. Hein. C'est pas fait. Hop. Tous les autres monstres puissants. Alors, hop, on reprend la pile des monstres. Je vais remélanger un petit coup. Encore. Ils gagnent chacun un point d'endurance aussi. Mais ils sont au max, donc pas de problème. Voilà, je coupe. Hop, et je prends le premier. C'est un arbalétrier. Et le deuxième, c'est un égorgeur. Bon, c'est 2 monstres censément plus costauds. Alors, de la même manière, je vais mettre en place une map. Je vais sélectionner avec un dé la map que j'ai utilisée. Donc ce sera celle-là. Alors, okay, je vais la mettre en place. La numéro 13. Voyons voir. Alors, nous y voilà. Ils sont dans une sorte de... quelque chose qui ressemble à une étude, une salle d'étude ou
un lieu comme ça. Il y a des grandes statues au fond et surtout il y a deux créatures qui sont là. Alors étrangement, il y a un humanoïde, un humain même, hein, qui se trouve là, qui est donc un arbalétrier. Et accompagné d'une autre créature qui s'appelle un égorgeur. Et ils semblent travailler conjointement. Alors peut-être que l'arbalétrier est un mercenaire, peut-être qu'on a fait appel à lui et que ça le dérange pas de traîner avec des saloperies de monstres. Bon, c'est comme ça. Alors, on va positionner le mieux possible les cartes. Voilà. Alors, désolé, il y a un reflet sur le plateau. Mais bon, c'est pas du côté qui nous embête trop, on va dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces monstres? Il y en a un qui est un défenseur, donc il aura tendance à essayer de se placer devant l'égorgeur, mais l'égorgeur, lui, il risque de foncer au contact, donc il va pas pouvoir trop le défendre. En revanche, c'est quand même quelqu'un qui attaque à distance, hein. Enfin, j'imagine. Donc, c'est parti pour nos compagnons. Qu'est-ce qu'on a en stock? Le brigand, donc lui, il est plus là pour tanker. Il peut pas trop se servir. Il a un pouvoir de blocage, donc il permet de perdre moins de points de vie, et un pouvoir de lancer désespéré, mais il n'a pas d'arme à lancer spécialement. Donc là, il va vraiment servir que de bloqueur. Et le pyromancien, il a sa boule de feu éventuellement. Alors, pour ce qui est des points de vie des monstres, l'égorgeur a 12 points de vie quand même et 2 de défense. Et l'arbalétrier a 11 points de vie et 1 de défense. Donc ils sont pas. C'est pas des minables, hein. Ce sont 2 monstres dits intermédiaires, donc il va falloir faire gaffe quand même. Et essayer de les tuer le plus vite possible. Alors, on va peut-être commencer par le pyromancien. Alors est-ce que c'est intéressant, sans doute intéressant, d'essayer de se focaliser sur un monstre? Et je proposerais bien qu'on s'occupe de l'égorgeur en priorité. Donc, l'égorgeur, lui, il va foncer. Ça, c'est évident. Peut-être qu'il va essayer de s'attaquer au pyromancien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il va aller jusque là max. Je pense que ça vaut le coup de couper ici peut-être. Donc il va faire une course, le pyromancien, il va pas attaquer ce tour là. Ah attention, faut que je me rappelle de ça, il a une rune majeure de précision, c'est assez énorme. Il a plus 2 à la portée de ses attaques. Plus 2, quand même. Donc ça lui fait 6 et de 8 et de 10 s'il ne bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y est presque, hein. Il va s'avancer. 1, 2, 3, 4. Et là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il n'est pas à portée encore de l'égorgeur. Il va se déplacer. 4, 5, 6, 7, 8. Il va rester ici. Il va laisser le brigand passer devant lui. Le brigand, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va attendre que les ennemis avancent. Alors, on fait avancer qui d'abord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'arbalétrier qui se déplace potentiellement de 4 cases déjà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il est à portée. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Et il va tirer sur le défenseur, sur le brigand. Il n'y a pas de défenseur spécialement, sur le brigand. Alors, ils ont un dé de 12 à l'attaque contre un dé de 20 en défense. Il a plus 7 pour se défendre grâce à son armure de bête.
Donc c'est parti. Et l'arbalètrier, il a 7 à l'attaque. Donc c'est du 7 contre 7, c'est D contre D. C'est parti. 1 contre 13. Donc là, c'est un échec critique, pas de problème. Il a foiré son coup. Ok. À suivre. L'égorgeur. Qui va foncer pour l'instant. À pleine bourre. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut pas faire beaucoup mieux. Donc là, c'est au tour de nos compagnons. Donc tant que le brigand n'est pas au contact d'un ennemi, ce n'est pas un obstacle. Donc il peut tirer au travers sans aucun problème. Et je pense qu'on va lui balancer une bonne vieille boule de feu pour commencer. Hein. Donc là, le pyromancien dépense 2 points d'endurance. 1, 2. Et il doit faire un test de fois plus intelligence. Donc il a 7 et 7. Non, il a 8 et 7, il a 15. Plus son dé de 20. Il fait 12. Donc ça passe, il inflige 5 points de dégâts qui passe la défense à l'égorgeur. L'égorgeur, donc, il se retrouve avec 5 points de moins, donc il reste 6 points de vie. On va utiliser des petits dés pour symboliser ça. 6 points de vie, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, il va cramer. Il va cramer pendant 3 tours. Donc je lui mets un petit cramage 3 là. Ça. Hop, regardez sur la map, ça sera mieux. Voilà. Là il se retrouve avec 3 points de brûlure. Donc au début de son tour, il va prendre des dégâts. Et ça pendant 3 tours. Ça c'était le tour du pyromancien. Donc là il reste 6 points de vie. On peut peut-être peut-être pas l'achever, mais quoique presque. Hein. Le brigand. Ou alors je m'occupe de... Ouais, on va pas prendre de risque. Je vais plutôt faire attaquer le brigand. Donc je vais faire 1 ici, voilà, tout simplement. Hop. Et il va faire une attaque. Alors il peut pas charger parce qu'il n'était pas assez loin. C'est parti pour l'attaque. Il a 1 dé de 20. Il va servir de son épée bâtarde. Il a plus 8. Et en défense, l'égorgeur a 5. Ah, il a 11 d'attaque, l'égorgeur. Il est un peu dangereux. Hein. Donc c'est parti. Il fait 17, il fait un beau 17. 17, c'est largement suffisant pour infliger 5 points de dégâts. Moins la défense, moins 2, ça fait plus que 3 points. Donc il tombe à 3 points de vie. Toc. On passe à nouveau au tour des créatures. Donc le but de l'arbalétrier, c'est d'aller défendre son copain. Donc ce qu'il peut faire, c'est essayer de se mettre entre l'archer et le... Donc il va faire 1, 2, 3, 4, mais il préfère quand même tirer, donc il se met là, et il va tirer sur le pyromancien qui semble être l'ennemi le plus dangereux. Donc il va faire une attaque contre le pyromancien. Et l'arbalétrier a plus 7 à l'attaque. Il fait 11 et 7, 18, donc ce qui passe largement. Alors que se passe-t-il? Déjà il prend 4 points de dégâts, ce qui est pas cool, donc il tombe à 1 point de vie, le pyromancien. Et au prochain tour, il ne peut pas bouger, le pyromancien, et il joue son tour en dernier, donc il va tirer après le brigand. Et l'égorgeur, lui, il est en train de cramer, donc déjà il prend 2 points, il tombe à 1 point de vie. Hop. Il fait 2 tours de brûlage, donc de toute façon au prochain tour il va cramer, il va mourir. Et il va attaquer avec son dé de 12. Et il faut qu'il fasse un gros. Et en défense il a 7, donc on avait dit, et lui il a 11 l'égorgeur. Hein. L'égorgeur fait 10 et 11, ça fait 21. Et en défense, il a 7 et 11, ça fait 18. Donc ça touche. Donc il lui met 6 points
potentiellement. 6 points, moins 1, ça fait 5. Je pense que c'est le moment d'invoquer son blocage violent. Donc il va utiliser 2 points d'endurance. Et ça lui fait un blocage de 4. Plus sa réduction d'armure, ça fait 5. 5. Donc il va prendre que 1 point de dégâts. Donc il tombe à 5. Voilà, il a bien tanké là, c'était parfait. Et donc, c'est à nouveau à nos héros. Il reste plus qu'à l'achever. On va peut-être s'acharner surtout sur le... Donc il va essayer de passer sur contre l'arbalétrier. Il va le laisser cramer. Donc pour pouvoir sortir de la zone d'influence de l'égorgeur, il faut faire un test contre sa défense. J'ai le dé. Il fait 9, pas de problème. Ça passe la défense qui est de 5 de l'égorgeur, donc il peut se déplacer. Je vais le contourner. 1, 2, 3, comme ça je ne gênerai pas l'attaque du pyromancien. J'ai fait le tour du brigand, voilà, comme ça. Et une fois que je suis derrière, je l'attaque avec un dé de 20, plus l'épée bâtarde, plus 8, contre une défense de 4. Donc je fais 11, largement ça passe, contre 2 et 4, 6, donc ça passe. Donc il se prend 5 points de dégâts, l'arbalétrier, moins 1 de défense. Il prend 4 points, il lui reste 7. Donc je lui mets un petit 7 points de vie. Schmuck. Et après, le pyromancien. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors j'ai plus qu'un point de vie, il faut pas trop que je déconne quand même. Je me demande si je vais pas fuir. Ou moins attaquer et puis me barrer. Parce qu'une boule de feu, ça prendrait... C'est sûr que c'est sympa. Mais ça prendrait encore 2 points d'endurance. On va peut-être se la jouer... Tome du débutant. Ça fait 3 points de plus, hein. Ça ferait plus que 4. C'est déjà pas mal. J'attaque à distance. Donc il attaque à distance avec son tome débutant. Il lance un sortilège sur l'archer. Alors j'ai plus 8 d'intelligence. 12 et 8. Ouf, il fait un échec critique en plus. Donc 12 et 8 ça passe. Et donc il fait une défense critique. C'est pas bon ça pour lui. Je crois qu'il prend double dégâts. Je vérifie, mais il me semble. Si le maître du jeu obtient 1 en se défendant, le joueur inflige le double des dégâts avec son arme. Donc voilà, tout est dit. Il se prend donc 8 points. 8 points moins 1 de défense, il prend 7. Ce qui est suffisant pour tuer l'arbalétrier. Boum. Je me déplace. 1, 2, 3, 4. Et lui, de toute façon, il crame au début de son tour. Il reprend des dégâts. 3, je crois. Et donc, c'en est fini. Bon, c'était bien. Alors, on va quitter cette battle map. Alors, donc, les trésors. Il trouve 4 cristaux, 2 par monstre. Hop, donc 2 cristaux, 2 pour le pyromancien et 2 pour le brigand. Et on va lancer 2 dés pour savoir si on trouve des objets spéciaux sur eux. Donc je prends 2 dés. Et je fais 3 et 1, donc il n'y a que dalle. Ok, bon c'est comme ça. On revient sur la battle map. Sur la carte, enfin sur le plateau de jeu, je veux dire. Et on enchaîne avec le chevalier Labardès qui sortent d'un combat contre le dernier des géants
Et ils avancent, ils gagnent un point d'endurance quand même, avant d'arriver devant un coffre unique. Donc un point d'endurance, la Bardesse récupère un point, remonte à 7, le chevalier remonte à 5, et on va voir ce que ça donne, cette histoire de coffre unique. Ouvrir le coffre unique coûte 6 cristaux et permet aux joueurs de piocher 5 cartes chez le forgeron. Ça vaut le coup, je pense, donc on va le faire. Hop, hop. On va se débarrasser de 6 cristaux, donc on va dire... c'est 6. 6, ouais. 3 de chaque côté. Voilà, j'enlève 6 cristaux. Et c'est bien ça, hein, 6 cristaux, et on pioche 5 cartes, ok. Et donc on va aller voir du côté des cartes, en espérant qu'on ait des trucs plutôt sympas pour compenser cette perte. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous voilà avec 5 cartes du forgeron. Un bouclier. Alors nous avons baguette des immuables. Inflige 5 points de dégâts, puis guérit affaiblissement 1 sur un allié ou le porteur. D'accord, donc ça il faut de la foi et de la dexte. Personne n'a ça, donc ça sera sans doute vendu ça aussi. Une rune de concentration, augmente la concentration maximum à 4 au lieu de 3. D'accord, alors ça on va retirer parce que ne joue pas avec la concentration, on est dans le ODB 1. Donc je repioche une carte pour compenser. Inceste, donc ça c'est une arme d'assassin. Il faut 4 de dex, 3 de force, donc ça on va pas trop s'embêter avec ça. Ça va être vendu. Un bouclier rond, bah voilà, un bouclier de plus, on avait dit qu'on garderait les boucliers. Un saut de l'esprit, 9 de foi, 5 d'intelligence. Pareil, ça va pas brancher grand monde ça. Saut de l'esprit. Et enfin, une armure de peau de bête. Ah, ça qui est beaucoup mieux. Qui va tout de suite remplacer l'armure de cuir du chevalier. Hop, puisqu'il a ce qu'il faut, il a les prérequis pour pouvoir la mettre. Et ça fait 1 point de réduction, mais par contre ça fait 4 de défense. Tout de suite mieux. Les tests de défense vont être plus efficaces. Voilà. Bon, c'est pas top, mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Ok. Et pour finir, la dernière salle pour Ronan et Thoracil, ce sera une énigme. Une énigme. Deux joueurs payent 2 points d'endurance. Puis effectuent un test d'intelligence cumulé à 40. S'ils échouent, la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile en avançant. Le maître de jeu pioche une carte événement. Donc c'est un peu pareil que pour les... Comment on appelle ça? Les lianes, là. Hein, ça empêche d'avancer. Mais... En fait, on est à la fin du donjon, donc c'est pas trop un souci. Donc c'est presque même pas la peine de la jouer en fait. C'est ça que je trouve un peu bizarre de la placer en fin de donjon comme ça. Alors on perd l'endurance quand même, mais bon c'est pas très grave non plus parce que de toute façon on va la récupérer après. Bon, je veux pas m'embêter. L'énigme, on verra ça plus tard quand on retombera dessus. Donc là, ça fait 3 cristaux quand même à récupérer. Et puis, bah voilà, ils sont arrivés au bout de leur avancée. 3 cristaux, je rajoute 3 cristaux. En plus, 3 cristaux. Toc, voilà. Et donc, bah, c'est la fin de cette exploration. Ils vont revenir au village. Et on va voir un peu ce que ça donne. Ah, bah ça fait du bien de voir nos héros revenir sur leurs 2 pattes. Plutôt que
plutôt que souffrir et finir sur des brancards. Donc voilà, les voilà au feu de camp, les voilà enfin arrivés. Je vais pouvoir tirer tout de suite l'offre du forgeron, tant qu'à faire. Donc là c'est 5 cartes aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Une armure cloutée, une rune de dextérité, une dague sacrificielle de jade, un bran d'arçon de l'ordre, et une armure végétale. Alors l'armure végétale, ça fait plus 5 de défense, faut 3 de force et 3 de dext. Ça coûte 2 à acheter. La rune de dextérité peut peut-être servir. La dague sacrificielle, 9 de dex, 3 de force. 9 de dext, 3 de force. Ça va dépendre un peu des niveaux qu'on s'accorde, quoi. Et ça, bran d'arçon de l'ordre. 7 de force, 7 d'intelligence. 7 d'intelligence. Non, je pense que ça n'intéressera personne. Il faut avoir de l'intelligence et de la force. Et là, on a personne qui double sur ces deux caractéristiques. Non, donc ça, on va pas s'embêter. L'armure cloutée, 5 de force, 5 de dext. Plus en défense de 2. De réduction de, et réduction de dégâts, c'est pas mal quand même. Hein. Je me demande si on va pas la prendre quand même pour le chevalier. Celle-là. Alors, les runes, enfin les runes, pas les runes, les cristaux. On en a quelques-uns, je les rassemble. Et puis on a des cartes aussi à vendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver jusqu'au niveau 5. Ça va coûter cher. Pour rappel, donc pour passer niveau 4, il faut 3, et pour passer niveau 5, il faut 4. Donc là, il faut 7, en gros, par personne pour choper les deux niveaux. J'ai dit que j'en étais pas là, hein. J'en ai que 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà, que tout le monde passe niveau 4, ça me coûterait 3 x 4, 12. Mais bon, ça vaudrait peut-être le coup. On va déjà faire ça, hein. Déjà, on s'assure que tout le monde passe niveau 4. Voilà, tac, 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 tac. Il faut bien 3 pour passer niveau 4, il reste encore 3 derrière. Bon, après, on a des choses à vendre, éventuellement. Je revérifie ce qu'on a à vendre ici. Donc, lance d'illuminé, 9 de force, 6 de foi. On n'y est pas. Le plus, ce serait le brigand, mais il a 8 de force, ça peut le faire. Mais par contre, il a que 3 de foi. Et je le vois pas mettre des points de foi quand même. Peut cibler le deuxième ennemi du champ de bataille. Donc ça, on vend. Alors je vais récupérer les petits sous-sous en plus. Ou alors, on a la possibilité de les garder pour son pouvoir aussi, hein, mais bon. On va dire qu'on a plutôt besoin de sous pour monter de niveau, par exemple. Donc on va dire qu'on vend la lance des illuminés, ça me fait une pièce en plus. L'épée de Camar, 8 de dext. 8 de dex, c'est 6 de force. Ça peut être pas mal pour le chevalier quand même. 6 dégâts, c'est comme son fauchon, sauf que là, on peut récupérer des points de vie en plus avec les élixirs et les potions. Bon, c'est pas non plus phénoménal. Hein. Ça voudrait dire que j'augmente d'un point ma dex. Ça peut être envisageable, donc on va le mettre de côté pour le moment. Les gants d'avidité, 8 d'intelligence. Celui qui est le plus à même de s'en servir, c'est Ronan.
Ça c'est pas mal, hein. Mais il lui manque 2 points de dextérité, donc il les a pas encore. L'intelligence c'est bon, mais dextérité il a que 4 sur 6. Il faudrait qu'il consacre 2 niveaux. Ou alors il achète la rune de Dext. Bon, peut-être qu'il va les garder, on va voir. Les ciseaux de la lune, 9 de Dext et 7 d'intelligence. On va laisser tomber, donc ça on va le vendre aussi. Ça fait encore un cristal de plus. La baguette des immuables, 9 de foi. Personne n'a 9 de foi ici, hein. C'est même pas la peine, on n'a pas de spécialement... Enfin, à part Ronan, on n'a rien de personne spécialisé en foi. Donc ça ferait 1 en plus. Le ceste, c'est une arme d'assassin qui est moins bien que ce qu'on a, donc on la vend aussi. Un bouclier, alors peut-être que je garde le bouclier quand même, pour avoir un bouclier en stock. Le sceau de l'esprit, pareil, on peut vendre. Et l'armure de cuir de base, on va vendre aussi. Voilà, donc là ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 en plus. Ça, je vends. Donc c'est du normal. On a les anneaux de la lune qui sont en or. Mais le reste, c'est là. Donc ça, c'est bon. 6 en plus. 6 en plus, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça permettrait à 2 personnages de monter niveau 5. Ce qui est peut-être intéressant quand même. Et ça me garderait 1 point ici. Alors évidemment, si on change d'armure... Si j'achète l'armure cloutée, ça me coûte 2. 2, donc ça me coûterait 1 si je vends l'armure de peau de bête. On peut peut-être rester comme ça. On va peut-être rester comme ça. C'est-à-dire qu'on change pas l'armure. Tant pis pour la réduction de dégâts. Parce que je suis un peu coup en dessous. Alors pareil, si je mets... Non, je peux pas mettre les gants d'avidité. L'épée de Camar, je peux vendre le fauchon aussi. Donc ça, si je vends le fauchon, ça me fait une pièce de plus encore. Ah, ça permet peut-être d'acheter quand même. Bon, je vais te le faire. J'échange le fauchon et l'armure de bête par l'armure en cuir clouté pour le chevalier. Alors ça lui permet de... Alors, il a un peu moins de défense. Il a que 2 en défense en plus. Mais il passe à 2 en réduction de dégâts. Donc pour... ça lui fait 3 avec le bouclier, ça commence à être mieux, quoi. Il commence à mieux résister aux dégâts. Hop. Et là, ça m'a pas coûté plus de pièces. Donc j'ai toujours de quoi... on a dit ça coûte combien? 4. J'ai toujours de quoi faire passer 2 personnes niveau 5. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais laisser tomber tout ça. La rune de Dext, on laisse tomber. Les gants d'avidité, peut-être qu'on peut les garder, je ne sais pas. Ça m'embête un peu de booster ma dextérité sur le pyromancien. Bon, je vais laisser tomber. Je vais vendre les gants d'avidité aussi. Donc ça fait encore un petit cristal supplémentaire. Hop. Donc, on va faire comme ça. Hein. Alors, qui on va monter de niveau? Le chevalier ou la bardesse? La bardesse, c'est au moment où un allié devrait subir des dégâts fatals, la bardesse peut utiliser l'appel des héros. L'allié reste à 1 point de vie. Donc ça évite qu'il tombe. Je vais plutôt quand même faire le guerrier, le chevalier. Donc je rajoute 4 points. Ici.
Et là, dans l'autre paire, on a soit le membre de la guilde, soit la furie de feu de je ne sais pas quoi là. Là, nez des flammes, au prix d'un jet de foi intelligence supérieur égal à 22, le pyromancien inflige 5 points de dégâts à tous les ennemis à 3 cases ou moins. Et le pyromancien se soigne de 5 points de vie. Je pense que je vais booster le pyromancien aussi, niveau 5. Donc on va faire ça. Hop, on consacre encore 4 points ici, 4 cristaux ici. Et là il nous en reste 2. Ça on n'achète pas. Ou alors... Bon, on peut peut-être s'acheter quand même la rune de Dext. Quand même. Et le reste, on laisse tomber. La rune de Dext, je vais la donner aux chevaliers pour qu'ils soient un petit peu plus costauds encore. Et les autres, bah, ils montent de niveau. On a dit, il reste un cristal, je vais le laisser sur le brigand. Voilà, un petit peu de sous-sous pour lui. Et puis les autres, ben, ils vont monter de niveau, quoi. Ils vont monter au moins tous de un niveau. Et il y en a 2 qui montent de 2 niveaux. On s'en sort peut-être pas trop mal avec cette histoire-là. Finalement, on va voir. Donc, on a dit le chevalier. Alors, lui, il passe niveau 5. Boum. Pose pas de questions. Il arrive au max. Niveau 5. Hop. Il a son armure de cuir, ça s'est ajusté. Le bouclier, il en a un. Il en a un en stock en plus dans son équipement au cas où ça foire. Ici, il le perd. Il a une rune de dextérité qui donne plus 1 à la dextérité, donc je vais le rajouter tout de suite. Hop, zou. Et après, il a 2 niveaux à prendre. Son blocage parfait demande de la force et de la dextérité. Il a 6, 8 et 6, 14, il doit faire au moins 8 pour réussir son truc, c'est un peu faible. Je vais le booster. Il est parti sur la Dext, donc je vais booster la Dext. Alors je lui mets aussi l'épée de Camar là. L'épée de Camar, de toute façon il fallait que je booste la Dext. Quoique là il est à 8. Hein. Il y a besoin de la force pour les lianes aussi. Ok, on va se mettre 2 en force en plus alors. On passe à 8. Il a plus de chances de réussir sa brise-garde. Il va remonter à ses 7 d'endurance. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Je pense que pour lui c'est bon. Il a tout ce qu'il faut. La bardesse, elle passe niveau 4. Hop. La bardesse niveau 4. Donc elle, on va lui augmenter quoi? Alors toujours pas d'arme méga top, hein, tant pis. Hein. Elle a son armure de tissu, elle a son cathare d'assassin, mais bon. Une potion d'endurance qui traîne ici. Il faut qu'elle booste son intelligence ou sa dext. Sa dext. Il faut qu'elle booste sa dext, donc elle va prendre 1 point de dextérité en plus. Elle passe à 8. Pour avancer encore, nous avons le Thoracil, le brigand. Donc lui pareil, il va passer niveau 4. Il remonte à 6 d'endurance, il remonte à 6 de vitalité. Alors, je réajuste aussi évidemment la bardesse. Et le chevalier c'est bon. Qu'est-ce qu'il va prendre en points? Bah, on va continuer sur l'attaque. Hein. On va continuer sur la force je pense. Donc il va prendre 3 plus 3 en force. Plus 3 en force. Hop. Et donc le pyromancien, lui il passe niveau 5. Il va avoir accès donc à son sort de nez des flammes.
Et donc, il a 2 points à choper, donc lui il faut qu'il fasse des fois intelligence. Il faudrait booster foi et intelligence, c'est sûr. Et ça dépense 3 points, 3 et 2, 5. Je vais peut-être prendre un point d'endurance quand même. Un petit point d'endurance pour ajuster, parce que les flammes ça demande 3 points. Hop. Et puis un petit point en intelligence. Allez, pour passer à 3 ici. Voilà, il passe quand même à 9 là. Donc là, il a ses 4 points. Voilà. On est bien. Alors, au niveau équipement, c'est surtout le chevalier qui a pris. Mais c'est important. Les autres, ils ont augmenté. Et puis, on a quand même un pyromancien niveau 5 maintenant. Ça va faire très mal, je pense, sur le terrain. Donc c'est pas plus mal. Pendant ce temps-là... le donjon. On va mettre les dernières salles. Donc c'est la salle de repos, la salle piégée et le monstre puissant qui reste. Alors, salle piégée, salle de repos et monstre puissant. C'est ça. Salle piégée, salle de repos, monstre puissant. Voilà. Donc celle-là, on va les mettre en plus. Et comme ça, on sera prêt pour l'assaut suivant. On pourra éventuellement, si on se sent, attaquer peut-être la vilaine, grande prêtresse. Mais bon. Donc là, je mélange les 3 cartes. Hop. Je les mets un peu comme ci, comme ça. Hop là, voilà. Hop. Et là, on a ouvert au plein, donc de toute façon, ça se remélange. Donc on reprend ça, on reprend tout ça. Hop, hop, hop. Et je vais remettre les cartes dans les différentes ailes. Voilà. Alors le thoracile, thoracile on a dit 1, 2, 3, 4, ils vont faire la centrale, et eux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils vont faire l'aile est. Voilà, bon je suis content, on s'en est mieux tiré quand même sur cette descente là, donc c'était cool. Ça a permis quand même de respirer un peu et de pouvoir augmenter les capacités des uns et des autres. On attaque donc la dernière ou l'avant-dernière sans doute descente dans la crypte pour affronter la grande prêtresse, donc on verra bien ce que ça donne. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. On se rapproche de l'antre de la grande prêtresse. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt, salut. Alors, ça va? Ça se passe bien? Pas trop de bobos? Oh non, c'est la balade de santé cette crypte. J'ai même eu le temps d'écrire 1 ou 2 petites chansons. Il y en a une qui s'appelle Le géant fait du bruit en tombant. Tu veux écouter? Nous aussi, on fracasse, hein. On espère trouver bientôt la salle du roi. Faudrait vous dépêcher. On voudrait pas avoir une attaque sur notre flanc arrière. Et tu t'y connais toi en flanc, toi, hein, le bourrin, à part ceux des femmes que tu flattes à l'auberge après une soirée à viner.
Oh, on ne me traite jamais de bourrin, ok? Laisse dire, mon chou. On verra qui aura le trésor du roi avant tout le monde. On verra. Ah d'accord, d'accord. Ben, profitez-en bien. Parce que nous, on s'en fiche. Psst, psst. Ah bon? J'avais pas compris. On s'en fiche des trésors, nous? Oh, mais laisse tomber. Tu peux pas comprendre. Ah! Personne ne me dit que je ne peux pas comprendre.